Giuseppe Carlo Bonanno, ou Joe Bonanno. Il est né le 18 janvier 1905 à Castellammare del Golfo, en Sicile. Ses parents émigrent aux États-Unis en 1906. Bonanno a alors 1 an. Il atterrit à Brooklyn, où son père tient un petit resto. D'ailleurs, son père, Salvatore, en 1911, est rappelé en Sicile par ses frères. C'est toute la famille qui retourne au bercail. Salvatore doit régler un souci opposant sa famille à une autre, question de business. Mais voilà, 4 ans plus tard, il décède, et en 1920, c'est la mère de Giuseppe qui disparaît. Joe Bonanno devient alors orphelin. Il étudie dans un collège de Palerme, mais en 1922, Mussolini arrive au pouvoir. Ce dernier entreprend d'éradiquer la mafia sur l'île. Joe Bonanno infiltre les milices antifascistes afin de contrecarrer l'influence de Mussolini en Sicile, mais est finalement contraint de fuir. Il atterrit à Cuba en 1925. Où il organise de la contrebande entre l'île et la Floride. Ce n'est qu'en 1927 qu'il décide de retourner à Brooklyn. Il vit chez son oncle maternel, Peter Bonventre. Joe Bonanno fréquente la mafia locale, dont beaucoup viennent de son village natal, Castellammare del Golfo. Il vole et se lance dans les jeux de loterie truqués. C'est là qu'il rencontre Salvatore Maranzano, le futur et premier capo di tutti capi. Joe devient lieutenant de la famille Maranzano, et lors de la guerre des Castellammarese, opposant son parrain au célèbre Joe Masseria, qui débuta en 1927, Bonanno fait ses armes aux côtés de Joe Profaci, Tommy Lucchese, Joseph Magliocco et Gaetano Gagliano. En face, Lucky Luciano et ses acolytes décident de trahir Joe Masseria afin de mettre fin au conflit. Ils butent ce dernier pour ensuite organiser l'assassinat de Salvatore Maranzano et prendre la tête de la Cosa Nostra new-yorkaise. Avant cela, Maranzano avait réorganisé les mafias comme suit. Le territoire national comptera 25 familles et New York, elle, en comptera 5. La famille Luciano, devenue aujourd'hui la famille Genovese. La famille Mangano, aujourd'hui la famille Gambino. La famille Gagliano, aujourd'hui la famille Lucchese. La famille Profaci, connue aujourd'hui comme la famille Colombo et, bien sûr, la famille Bonanno, qui porte toujours le même nom à l'heure actuelle. Luciano devient, dès la mort de Maranzano, le nouveau parrain des parrains. Petite interlude les aforcioristes. Pour vous remercier, pendant le montage de la vidéo, nous avons dépassé les 1000 abonnés. C'est une première étape. Et je ne compte pas m'arrêter là. La chaîne a fortiori est vouée à se diversifier. Même s'il est vrai que, pour le moment, la mafia et les cartels sont les thèmes les plus récurrents. En tout cas voilà, n'hésitez pas à commenter les vidéos, à les partager, à mettre un pouce en l'air. Ça aiderait fortement le développement de la chaîne. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'espère que vous passez un bon moment. Allez, portez-vous bien. Salute. Nous sommes en 1931. Joe Bonanno devient capo à l'âge de 26 ans seulement. On le surnomme Joe Banana, et ceci le rend furieux. Une façon de se moquer d'un mafieux que l'on ne peut atteindre physiquement. Dans les rangs de la famille, on compte des mafieux notoires, comme John Bonventre, Juan Garofalo et Carmine Galente. Bonanno fait dans les paris clandestins, la loterie et la prostitution. Il arrive à blanchir son blé dans des fromageries italiennes, des pompes funèbres. Faudrait pas qu'il finisse comme Al Capone, à devoir répondre de fraude fiscale. En 1938, il quitte le pays, et c'est seulement en 1945, à son retour, qu'il obtient la nationalité américaine. En 1957, Vito Genovese tenta de se faire nommer capo di tutti capi, lors de la réunion d'Appalachine, qu'il organisa lui-même. « Je suis fait pour être le roi, cazzo !» En effet, Luciano dut quitter les États-Unis suite à sa libération, et laissa le champ libre aux ambitions de Genovese qui convoitait la couronne depuis fort longtemps. Seulement voilà, les flics ayant débarqué à la Réunion, afin d'arrêter un maximum de mafieux, Vito n'arrivera jamais à ses fins. En 1959, Bonanno est nommé capo di tutti capi, mais il ne fait pas l'unanimité. S'opposent à lui Carlo Gambino et Tommy Lucchese. Ouais, son ancien acolyte. Joe Bonanno va alors tenter en compagnie de Joe Magliocco
le successeur de Joe Profaci. Je sais, ça fait beaucoup de Joe, de faire exécuter les deux parrains et leur lieutenant. Cependant, Joseph Colombo, futur parrain de la famille du même nom, va en informer Gambino et Lucchese. La commission, créée plus tôt par Lucky Luciano en vue de servir de tribunal entre les familles mafieuses américaines, convoque Bonanno et Magliocco. Mais Bonanno, lui, ne répond pas à cette convocation. En plus de cela, il place au sein de sa famille son fils comme chef, ce qui ne va pas du tout plaire à une partie de ses sujets. Ceux-ci lui tournent le dos et rejoignent Gaspar Di Gregorio, pendant qu'une partie reste fidèle à Bonanno. Dans les années 60, il étend son influence en Arizona et en Californie également. Il va même investir avec Meyer Lansky dans les casinos de Cuba. Mais ces problèmes le rattrapent. Dans les médias, on peut lire Banana Split, en gros, la séparation en deux de la famille Bonanno. Et ceci va donner lieu à The Banana War, la guerre de Joe Bonanno. En effet, lors d'une réunion entre les deux factions séparées à Brooklyn en 1966, le groupe de Di Gregorio avait pour ambition d'éliminer les soldats de Bonanno. Au final, le plan tombe à l'eau et la fusillade ne fait aucun mort, ni blessé d'ailleurs. C'est à la suite de cela que le conflit prend de l'ampleur, et cette fois, les cadavres jonchent les rues. La commission, blasée par cette guerre, décide de remplacer Di Gregorio par Paul Sciazza. Mais cela ne change rien, jusqu'à l'annonce de Bonanno lui-même, qui prend la décision d'abandonner son titre de parrain suite à une crise cardiaque en 1968. Merde. Les deux factions ennemies décident alors de faire la paix, et se rangent tous deux sous la direction de Paul Sciazza. Joe Bonanno, quant à lui, se retire à Tucson en Arizona avec son fils. Si je peux vous conseiller un livre, c'est Un homme d'honneur, son autobiographie écrite en 1983, où il y dévoile la manière dont il gérait les affaires de la famille. D'ailleurs, suite à cela, il eut des démêlés avec le FBI pour avoir refusé de balancer tout ce qu'il savait sur la commission. Il fut condamné à 14 mois de tôle en 1985, mais immédiatement relâché au vu de son état de santé. Il meurt le 11 mai 2002 d'une crise cardiaque. On a là un parrain qui, en plus de n'avoir jamais goûté au goulag, a pu vivre presque normalement sans que personne n'attente à sa vie. Ils ont tous essayé de m'avoir. Ils y sont pas arrivés. J'ignorais cependant que mon pire ennemi se trouvait à l'intérieur.